Le collectif contre la stigmatisation des communautés accuse les volontaires de la défense de la patrie de s'adonner à des exactions contre les populations dans des villages. Ils invitent alors l'État à recadrer les missions de ces groupes d'autodéfense. Vous entendrez les premiers responsables dans un instant. Et puis cette question, quelle place occupe la gouvernance économique dans les projets de société des différents candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain? C'est le Sifweb qui sonde ainsi les candidats engagés dans la course au fauteuil présidentiel. Leur réponse dans ce journal. Également dans ce journal, nous irons sur les traces des habitants du village de Kombouri dans la Kossi, un village totalement vidé de ses populations après des attaques terroristes, des désormais déplacés internes accueillis à Djibasso où population et autorités sont débordées. Vous entendrez le cri de détresse de tous ces acteurs dans un instant. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. On débute tout de suite avec le grand format de ce 13h qui nous conduit au cœur de la réalité des déplacés internes de la Bok du Moun. Dans la province de la Kossi, le village de Kombouri s'est vidé de tout son monde suite à des attaques terroristes à répétition. Vous verrez des images des greniers et des concessions totalement incendiées. Une bonne partie de ces déplacés internes se trouvent désormais réfugiés à Djibasso et ce, dans des conditions peu enviables. Malgré tout, ils tentent de survivre tout en nourrissant l'espoir de regagner un jour leur terre. Arsène Kontamdi. Greniers incendiés, habitations vandalisées, sur ces clichés, ce qui reste de Kombouri. Cette commune de la province de la Kossi, à une cinquantaine de kilomètres de Djibasso, n'est plus que l'ombre d'elle-même après le passage des présumés terroristes. Une véritable technique de la terre brûlée. 7 villages de la commune se sont littéralement vidés de leurs habitants depuis la mi-août. C'est ici à Djibasso qu'une bonne partie des habitants de Kombouri a trouvé refuge, parfois dans des conditions exécrables. À pied, à vélo ou entassés dans des charrettes, ce fut le parcours du combattant pour ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans cette concession, Allah et la quarantaine de membres qui composent sa famille broient du noir. Cet agriculteur acharné a tout perdu. Du bétail, des vivres et tout ce qu'il gardait jalousement comme bien. Nous avons tout perdu. Tout est parti en fumée. Le mil, le riz et toutes les autres cultures. Le bétail aussi n'a pas été épargné. À notre arrivée, nous étions 41. Mais actuellement, nous sommes 40, car un enfant de la famille est décédé. Cette concession de 4 pièces a été gracieusement mise à la disposition d'Allah et sa famille par un ressortissant de Kombouri. Une épine en moins au pied de ce chef de famille. Sans emploi et sans ressources, il aurait été difficile de s'acquitter du loyer, en plus des charges liées à la santé et à la restauration. Avant de fuir, nous avons tenté d'emporter ce qui pouvait l'être. Dans nos greniers, nous avons pris le peu d'aliments qui n'étaient pas totalement incendiés. C'est ce que nous utilisons ici pour nous nourrir, en plus de l'aide alimentaire que nous recevons. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais nous n'avons pas le choix. Il faut faire avec. Nous sommes plus de 30 personnes à loger ici. L'espace est trop petit pour ce beau monde. Depuis que nous sommes ici, nos enfants tombent régulièrement malades. Le peu d'argent que nous avons a été investi dans la santé. De nombreux autres déplacés vivent dans ces tentes de fortune aménagées par le HCR. Moussa Djibo, le maire de la commune rurale de Kombouri, vit à Nouna et rend régulièrement visite à ses ex-administrés. C'est un sentiment de déception et de découragement. Voilà, parce que les parents, ils ont fui chez eux en abandonnant tout derrière. Les récoltes, les vivres, les animaux, de l'argent, des habits, ils sont sortis sans rien.
Donc, souvent, tu peux leur rendre visite, tu n'as que des yeux pour pleurer. Tu n'as que des yeux pour pleurer. Dans cette épreuve, c'est un maire désemparé qui tente comme il peut de venir en aide aux populations déplacées. Aujourd'hui, j'arrive à me contenir parce que dans les temps passés, quand on m'interviewe comme ça par rapport à la situation qui prévaut dans nos communes, c'est les larmes aux yeux. C'est les attaques qui ont conduit à ce que les chefs même de la commune ont commencé successivement. C'est le 11 août. Et ça a été des attaques successives. Voilà. Donc, jusqu'au 16 août, là, le village s'est complètement vidé. Et quand le village s'est vidé, il y a beaucoup qui se sont dirigés vers les communes comme Djibasso, Bomorkui et Nouna. On le voit, cette crise sécuritaire a complètement chamboulé la structure sociale et désorganisé l'administration locale, mais pas que. Dans cette cour vit retranché le chef de Kombori. Aujourd'hui, le septuagénaire tient une rencontre avec les ressortissants de la localité. Ce désormais déplacé interne a perdu tout espoir. Les dégâts sont énormes. Il est impossible de les chiffrer. Ils ont tout incendié, nos vivres, nos animaux. Actuellement, je ne me considère plus comme un chef parce que j'ai abandonné mes terres. Un jour, après mon arrivée, je suis allé présenter mes respects au chef de Djibasso. Il ne peut plus se considérer comme un chef, puisque depuis la fuite, il est fréquemment malade. Même quand il est invité à des rencontres à Didougou, c'est nous qui le remplaçons. Ces déplacés internes de la commune de Kombori nourrissent un seul espoir, retrouver les terres de leurs ancêtres. Un vœu qui ne sera possible que si les forces de défense et de sécurité sont de retour dans la zone, selon les premiers responsables. Ce qui nous fera le plus plaisir, c'est retourner chez nous. C'est notre souhait le plus ardent. Quand tu abandonnes ton village, tu deviens un indigent. Sans les autres, tu ne peux plus rien faire. Même si nous avons la possibilité de répartir aujourd'hui, nous sommes prêts. Mais si les FTS ne viennent pas, ce sera impossible. Il faut qu'ils y aillent et nous suivrons. Sinon, nous resterons ici à attendre la mort. Nous n'avons plus rien. Nous remettons notre sort entre les mains du Dieu. La commune rurale de Kombori est composée de 17 villages et plus de 15 000 habitants, à moitié des enfants en âge d'aller à l'école. Certains ont pu avoir des inscriptions dans des établissements, mais de nombreux autres vont à coup sûr rester sur le carreau pour cette année académique. Un autre casse-tête pour ses parents qui ne savent plus à quel sein se vouer. Bien, et toujours sur la question de la sécurité des populations, le collectif contre la stigmatisation des communautés a encore une fois de plus dénoncé l'attitude des volontaires de la défense de la patrie sur le terrain. Il estime que ces groupes d'autodéfense s'adonnent à des exactions sommaires contre les populations des villages. Le CISC invite alors l'État à recadrer de nouveau leur mission. Je vous propose d'écouter Daouda Diallo, secrétaire général du collectif. C'était au cours d'une conférence de presse ce matin. En fin 2019, le président de Faso a encore lancé un appel à la mobilisation populaire générale à travers la mise en place des volontaires pour la défense de la patrie. Au même moment, il avait appelé l'ensemble des Burkinabés à se départir de la stigmatisation et du repli identitaire, qui sont des graves dangers à même de mettre en mal le vivre ensemble dans notre pays. Si cet appel a été suivi de l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale sur la question des VDP, force est de constater que le recrutement et le fonctionnement des VDP n'est pas conforme aux dispositions de la loi et même à l'esprit de la loi. L'appel à se départir de la stigmatisation également n'a pas été suivi d'effet sur le terrain. Car au moment où tous les discours officiels prônent la cohésion sociale pour parvenir à un retour d'une paix durable dans notre pays, des VDP censés protéger et défendre les populations des villages rament à contre-courant en s'adonnant à une stigmatisation communautaire sans précédent. Barga, Tamalobougou sont des exemples honteux pour tout Burkinabé soucieux de l'avenir. Le CISC, le MDHP, l'ODJ
le CEDAIP et plusieurs organisations de défense des droits humains sont régulièrement interpellées par les citoyens burkinabés sur des cas de violation grave du principe de libre circulation des personnes et des biens sur le territoire burkinabé. En effet, dans les régions du nord, du centre-nord, de l'est, de la boucle du Mouhoun, du Sahel, des populations civiles sont descendues des véhicules contrôlés au faciès, humiliés et souvent tués pour leur appartenance ethnique par certains volontaires pour la défense de la patrie qui, pourtant, ont pour mission de protéger les populations. Eh bien, la question de la sécurité est un véritable défi que le prochain président du Faso devra relever. Mais en attendant, c'est l'offre politique en matière de gouvernance économique et financière des candidats à la magistrature suprême qui est sondée par le CIFWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, qui veut savoir la place qu'occupe la gouvernance économique dans leur projet de société. La première candidate à se prêter à l'interrogatoire est Yeli Monikam, la seule d'ailleurs à avoir répondu à la convocation. La synthèse des échanges avec Luc Pakbelge. C'est en quelque sorte un entretien d'embauche pour les candidats à l'élection présidentielle, ce cadre d'échange organisé par le CIFWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Le CIFWEB entend par là offrir cet espace aux prétendants à la magistrature suprême afin qu'ils se prononcent sur la place qu'occupe la gouvernance économique et financière et les mécanismes de sa mise en œuvre dans leur programme de société. À cet exercice, Yeli Monikam est la première à se présenter. Nous avons constaté, en faisant le bilan, que cette démocratie-là, notre démocratie comporte beaucoup de pathologies. Et ce sont ces pathologies que nous appelons gabegie, corruption, surfacturation. Voilà. Et nous avons cherché à comprendre quelles étaient les causes. Pourquoi ces gouvernants peuvent être accusés de gabegie, de mauvaise gestion. Et le constat est que, malgré les efforts fournis depuis les indépendances, nous sommes encore pauvres. Et les inégalités se creusent, s'accentuent de jour en jour, et c'est ce qui alimente toutes les tensions sociales. Pour la candidate du MRB, le mouvement pour la renaissance du Burkina, la gouvernance vertueuse commence par l'exemplarité. Pas de place pour une gouvernance partisane, poursuit-elle. Le candidat est élu pour la population et non pour son parti. Au-delà des lettres d'intention appelées projets de société qui ne sont que des promesses, la qualité du candidat devrait plus intéresser les électeurs. Donc nous avons prévu des mesures préventives et des mesures curatives. La mesure préventive, c'est que il nous faut trouver une troisième voie. Dans tous les cas, ce que nous avons proposé dans notre projet de société que j'ai partagé avec vous, à travers une chambre, l'institution d'une chambre des sages, composée de 130 membres, dites par région, constituée d'autorités spirituelles. Puisque, si vous regardez, nous croyons bien à ces autorités spirituelles, notamment pour tous nos problèmes, nous allons vers eux, pour demander leur médiation. Alors, il faut les instituer. Ensuite, les anciens chefs d'État trouveront une fonction là-bas, pour partager avec nous leur expertise, leur expérience, et aussi nous contrôler. Placer la gouvernance économique et financière au centre de son projet de société intéresse en premier lieu le CIFWEB, qui fait de la promotion de la bonne gouvernance économique et financière sa principale mission. À cette étape importante de notre vie démocratique, et jalonné donc de multiples sollicitations à l'endroit des candidats qui briguent la magistrature suprême, il nous a paru utile d'attirer l'attention des candidats à l'élection sur la nécessité d'instituer une ouverture dans la gestion des finances publiques. Le souhait du CIFWEB est de recevoir les 13 candidats ou leurs représentants à ce cadre d'échange, mais hélas, calendrier et programme d'une bonne partie ne leur ont pas permis de se présenter à l'ouverture. À quelques jours des élections présidentielles et législatives prévues pour ce 22 novembre 2020, le CIFWEB encourage les différents candidats à prendre en compte des points de plaidoyer issus de ces études. Finances publiques et bonne gouvernance également à l'ordre du jour au MENA-PNN. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion
des langues nationales. Les gestionnaires sont à l'école de la bonne exécution budgétaire. L'idée est d'assurer une gestion rationnelle des dépenses publiques. Après 3 jours de travaux, la rencontre a abouti à des recommandations devant permettre de résoudre les difficultés rencontrées par les acteurs des finances dans l'exercice de leurs fonctions. Sedatou Drabo et surtout Justin Dabiri. 3 jours durant, les gestionnaires de la chaîne financière du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales ont eu des rencontres d'échange et de partage d'expériences afin de mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur la gestion de la dépense publique. Pour le directeur de l'administration financière du ministère en charge de l'Éducation nationale, ces rencontres ont permis de développer plusieurs thématiques en lien avec les difficultés que rencontrent les gestionnaires dans l'exécution de leurs missions. Ce que l'on peut retenir de ces 3 jours de travaux, c'est le partage des bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques, parce qu'on a pu constater que les uns et les autres ont pu poser leurs difficultés, mais les plus aguerris quand même ont pu apporter des éléments de réponse. Et avec l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de la chaîne financière, je pense que, en tout cas, tout ce qui est réglementation a été rappelé, et en tout cas, c'est pour renforcer la capacité de l'ensemble des gestionnaires. Au cours de ces rencontres d'échange, les participants ont relevé plusieurs préoccupations qui entravent le bon déroulement de leur activité. Des préoccupations qu'ils ont tenu à faire savoir à leur ministre de tutelle. Il y a les 2 premières préoccupations, celles liées donc à l'utilisation de reliquats de ressources des examens pour la prise en charge donc, de la sécurité lors des examens. Ça, c'est une préoccupation que j'ai déjà soumise au ministre des Finances et je pense que ça ne devra pas de problème. Et la deuxième préoccupation, divisée en 2 sous-préoccupations. La première, c'est de prendre en compte dans les régies donc la question du trousseau pédagogique et la question des bourses. Ça, c'est une préoccupation que le ministre est engagé à faire parce qu'il nous a autorisé exceptionnellement à le faire et nous a demandé de préparer un projet d'arrêté pour introduire. Ces gestionnaires du MENA-PLM ont tout de même pris l'engagement devant le premier responsable de s'approprier les meilleures pratiques éditées en matière de gestion financière et de rendre disponibles les pièces justificatives de qualité dans les meilleurs délais. Stanislas Ouaro s'est dit satisfait de ces rencontres d'échange et surtout l'engagement pris par les gestionnaires de son département ministériel. Les gestionnaires s'engagent. Ils sont engagés auprès de vis-à-vis de moi en disant qu'ils s'engagent à ce que puissent justifier à temps et avec des pièces justificatives de qualité dans le respect des règles financières et de l'orthodoxie financière. Donc le contrôle financier est venu pour essayer de leur expliquer les choses parce que pour moi, je considère un contrôleur financier comme un conseiller financier. Pas comme quelqu'un qui vient empêcher de faire des dépenses. C'est des gens qui sont là et dont la responsabilité aussi est engagée dans le suivi des dépenses. Donc je pense que ça a été très bien et c'est des rencontres qu'il faut pérenniser. Les participants des cellules centrales et déconcentrées ont recommandé une forte implication des autorités dans l'organisation et le déroulement des audits en vue de prendre en compte les réalités et les spécificités du ministère dans l'appréciation des dépenses publiques par l'auditeur. Dans le monde des affaires et de l'économie, c'est un nom qui force le respect. L'homme d'affaires Lassine Diawara, distingué par les plus hautes autorités de la région du Centre pour son patriotisme et son dynamisme dans les affaires. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins est désigné homme modèle, une distinction en marge des 96 heures de la région du Centre. Abdourazak Traoré et Justin Amonto. Des tables bien dressées pour un somptueux dîner. Une nuit exclusivement dédiée aux partenaires de la région du Centre. Parmi les partenaires, l'homme d'affaires Lassine Diawara, administrateur de plus d'une société dans la région. Ses efforts sont magnifiés à cette soirée. C'est son représentant qui reçoit sa distinction. Son patriotisme, son parcours exemplaire dans le monde des affaires, qui lui vaut donc cette distinction honorifique ce soir. Lassine Diawara n'est pas le seul à l'honneur ce week-end. Associations, entreprises partenaires, sociétés étatiques exemplaires, toutes ont été célébrées. Et tous les collaborateurs de l'ONEA se retrouvent honorés. L'eau, c'est la vie. Nous sommes une référence. Beaucoup ne le savent pas. Le gouvernorat de la région du Centre n'a pas un budget. Nous n'avons pas de budget. Et donc, il a fallu que des partenaires s'engagent à nous accompagner pour réaliser cette activité au regard justement de ces objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est pouvoir faire en sorte que dans la région du Centre, on puisse
travailler à la paix, travailler au règlement des conflits de façon à l'amiable, hein, et réduire le nombre de conflits. Je vous donne un exemple. En 2017, nous avons dénombré au cours d'un seul trimestre 160 conflits. Et 160 conflits, et à travers les communes rurales et la ville de Ouagadougou, ce n'est pas petit. Donc nous avons travaillé à cela et les partenaires ont compris qu'il faut nous accompagner. Une nuit en marge des 96 heures de la région du centre. Un événement marqué, entre autres, par les séances de dépistage au cancer du col de l'utérus, des séances de sensibilisation à la culture de la paix, du civisme et de la cohésion sociale. Cohésion sociale, civisme, des valeurs prônées par la culture burkinabé. Et c'est justement des sujets au cœur de la première édition du festival Léré, un événement qui a permis aux populations de Zabré de vibrer au rythme des prestations artistiques en live. Alexis Benemnaba. Jeunesse, cohésion sociale, expression artistique et production agricole, c'est sous ce thème qu'est placée la première édition du festival Léré. Initié par la coopérative Vokakuma, qui signifie soutien, ce festival a pour objectif de créer un cadre de dialogue, de promotion et d'expression des identités culturelles du Burkina Faso. L'objectif du festival Léré, c'est de permettre à la commune de Zabré de vivre réellement d'un événement digne. En fait, sur le plan culturel. Quand je dis digne, vous avez constaté que c'est des prestations live. Et pour moi, ça permet à la commune, bien sûr, d'accueillir, bien sûr, beaucoup de gens venant d'ailleurs. Et ça fait l'ambiance, ça permet aux gens de s'égayer. Ce festival se veut également un cadre de promotion de la production agricole de l'espace Léré. Le directeur régional de la culture, des arts et du tourisme du Centre Est affiche sa satisfaction. Pour lui, ce festival est un tremplin pour donner une valeur ajoutée à la culture, mais aussi à la production agricole locale. Culture et agriculture, vous voyez bien que ça rime bien. L'agriculture cultive le sol pour le faire donner quelque chose, et la culture cultive l'homme pour le faire grandir. Donc, ce festival est un tremplin pour justement la promotion de la production risicole que l'association, la coopérative Waka-Koma fait. En réalité, c'est se servir de ce festival pour faire connaître davantage ce que produit cette coopérative de riziculteurs. Donc nous pensons que ça va bien ensemble. Les participants, eux aussi, expriment leur satisfaction quant à la mobilisation et à la réussite de ce festival. Ce festival a permis à toute la population des Zabré de se rassembler et de connaître qu'il faut souvent ce genre d'événements-là, afin de pouvoir connaître également nos artistes qui participent au développement de notre culture. L'organisation, c'était une réussite parfaite parce que vous avez remarqué que la foire a attiré du monde. Également, les prestations, les artistes ont été de taille avec les autorités qui étaient aussi rassemblées autour du festival. Je pense que j'apprécie vraiment et j'encourage encore les organisateurs de ce festival à persévérer pour une deuxième édition. Une quarantaine de jeunes artistes ont bénéficié d'une initiation aux bases théoriques de la musique. Une cinquantaine d'artistes professionnels ont fait vivre la commune de Zabré à travers des prestations musicales en live et en playback. Entente, cohésion sociale, fraternité, des valeurs également mises en avant par l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso. La PESAB a voulu les matérialiser à travers le sport. La deuxième édition de la Coupe ABESAB a été remportée par l'Association des agents généraux opposée à l'équipe UAB, l'Union des assurances du Burkina. Les temps forts de la confrontation avec Abdou Azissari. Au coup d'envoi, chacun des deux camps cherche à montrer sa suprématie, mais sans effet. 10 minutes plus tard, l'équipe des agents généraux prend le jeu en main et profite d'une intention du portier de l'adversaire pour inscrire le premier but. Les joueurs de l'UAB Assurance, surpris par cette ouverture de score, courent après l'égalisation sans rien obtenir. Au contraire, ils verront leur filet trembler une seconde fois
puis une troisième fois et enfin une quatrième fois. 4-0 pour les Rouges et Blancs au coup de sifflet final. Les agents généraux remportent ainsi la deuxième édition du tournoi de l'APESAB, l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina. C'est vrai, les enjeux en valaient le coup parce que c'est une première participation pour notre équipe des agents généraux. Et vous avez vu comment ça s'est passé. C'était pas si facile au départ, mais nous avons gagné par la volonté et puis par l'endurance. Pour le président de l'APESAB, ce tournoi qui s'inscrit dans le cadre des 72 heures de l'assureur a pour ambition de créer la fraternité, la cohésion et l'entente entre les travailleurs des différentes compagnies d'assurance du Burkina Faso. L'objectif est largement atteint parce que, comme vous l'avez constaté depuis le début de la compétition, tout s'est bien passé. On n'a pas enregistré de blessés et tout s'est passé vraiment dans une ambiance bon enfant. Et je crois que c'était l'objectif visé. Alors les innovations, c'est d'abord, c'est vrai que, comme je le disais, on a tenu compte du contexte pour donc faire des matchs à éliminatoires directs. Mais nous avons également donné la possibilité aux membres de l'association de pouvoir mettre sur place des stands et faire des animations. Vainqueur du tournoi, la formation des agents généraux repart avec un trophée et la somme de 200 000 francs CFA. L'équipe finaliste malheureuse UAB Assurance se console avec la somme de 150 000 francs CFA et la SONA classée 3e s'en tire avec 100 000 francs CFA. Et globalement, tout le monde sait, toutes les équipes, toutes les compagnies se sont inscrites et on a dû regrouper certaines compagnies qui n'arrivaient pas à réunir 5 joueurs. On a dû les fondre ensemble pour faire une seule équipe. Voilà. Et également, cette année, la particularité, on a fait une ouverture aux agents généraux et aux courtiers qui sont des intermédiaires, qui relèvent du secteur des assurances. Donc, on a fait un clin d'œil à ces intermédiaires-là, qui sont nos partenaires aussi. En rappel, l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina APESAB regroupe toutes les sociétés d'assurance opérant au Burkina Faso. Elle a pour mission principale de promouvoir le secteur des assurances, de donner plus de lisibilité à leur activité et constitue un creuset qui permet aux sociétés d'assurance d'établir une collaboration constructive entre elles. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Merci de rester fidèle au programme de la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.